Bonjour à toutes et à tous, je voudrais me présenter, je m'appelle Théo Pezel, je suis interne de cardiologie à Paris et j'ai la chance de vous accompagner sur tout un tas de spécialités au sein des conférences Raphaël sur bien sûr la cardiologie, ma spécialité, mais aussi la LCA, matière pas si glamour mais on va essayer de la démystifier ensemble, et aussi la dermatologie. Alors pourquoi la dermato? On en reparlera en temps voulu. Alors j'ai la chance d'être conférencier à Confraf, mais aussi pour les conférences Khalifa, à Paris, à Rouen, à Tours, à Amiens. Et mon objectif, c'est d'utiliser toute cette expérience accumulée au sein des conférences auprès des étudiants pour les mettre à votre service, pour vous donner le maximum d'infos, le maximum d'astuces, le maximum de méthodos autour de l'ECNI. Impatient de vous retrouver pour toutes ces conférences. À très vite sur Confrafel. On se retrouve pour une nouvelle recommandation. Il n'y a rien de plus frais, les amis, en cardiologie. Endocardite infectieuse, les recommandations européennes de l'ESC 2015 qui sont sorties en septembre 2015 au programme de l'ECNI dès l'ECNI 2016. Donc à connaître, et vous allez voir, il y a des choses qui changent. Endocardite, un grand classique du concours, vous ne pouvez pas faire l'impasse. Alors le contexte, on y va rapidement, vous le connaissez. C'est finalement pas si fréquent. On parle beaucoup de l'endocardite infectieuse, mais retenez que c'est en moyenne 2000 cas par an en France, pas plus, c'est très peu. Donc retenez déjà ce message que l'endocardite infectieuse est souvent évoquée et finalement beaucoup plus rarement confirmée. D'abord, c'est possiblement grave. Trop souvent, on se dit ben, tiens, endocardite, je fais mon échographie, mes hémorragies, je regarde mes signes extracardiaques. C'est gravissime l'endocardite. 20% de mortalité, c'est une urgence. Retenez d'ailleurs que la suspicion d'endocardite infectieuse fait partie de l'une des seules indications à une ETT en urgence. D'accord ? En général, les deux grandes indications qu'on retient, c'est endocardite infectieuse et suspicion de tamponnade. Très souvent évoqué en dossier ECNI, je vous le disais. Allez, deux petits dogmes très classiques issus du collège de référence. Tout souffle cardiaque avec de la fièvre et bien sûr une endocardite infectieuse jusqu'à preuve du contraire. Toute insuffisance cardiaque fébrile, et celui-là en général vous l'avez moins en tête, et une endocardite jusqu'à preuve du contraire. C'est capital celui-là. Une entité très transversale par définition, et vous allez voir que cette recommandation, qui est pourtant une recommandation de la Société savante de cardiologie, eh ben, elle va nous parler de néphrologie, elle va nous parler de neurologie. Et vous le savez, c'est vraiment la pathologie toute désignée pour vous faire de très beaux dossiers progressifs le jour J. Cardiologie, maladies infectieuses, néphro, neuro, immuno, que du plaisir. Et attention à la porte d'entrée, on va en reparler tout de suite, ça permet en général de faire rentrer un petit cancer du côlon, tombé à l'ECN en 2010, ou bien de faire discuter une atteinte dentaire et donc de vous faire une petite question de stomato. Bon, on a introduit les choses, je sens que vous êtes chaud dans les starting blocks. On rentre maintenant au cœur de la recommandation de 2015. Vous allez voir qu'il y a des choses qui changent et clairement des éléments sur lesquels on va venir vous challenger en QCM. On commence par le diagnostic positif. Le plus difficile dans l'endocardite, c'est finalement de réussir à confirmer le diagnostic d'endocardite infectieuse. Commençons gentiment par la clinique. Rien de très neuf finalement sur la clinique, mais ça fait du bien de se la remettre en tête. Au cœur de la clinique de l'endocardite, il y a le plus souvent, bien sûr, un souffle cardiaque. Un souffle cardiaque. Pourquoi ? Parce que la végétation va venir modifier mes feuillets valvulaires, les tirer d'un côté, venir les grignoter, les déchirer, les perforer, et tout ça va créer des fuites. Et donc, on va entendre un souffle cardiaque. Bien sûr, un syndrome infectieux avec de la fièvre, des frissons, une altération de l'état général fréquente. Ça, je veux que vous le reteniez. J'ai vu là, dans la dernière semaine, 2 endocardites infectieuses à l'hôpital et les 2 patients avaient perdu plus de 10 kilos dans les derniers mois. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a moins en tête. On perd 10, 15 kilos, on se dit ça peut être le cancer. Non, c'était une endocardite. 2 patients là dans les 7 derniers jours. Retenez ça. On passe maintenant au signe extracardiaque, évocateur d'endocardite. Ça, c'est magnifique. Ça fait des questions transversales. Il y a des signes ophtalmo, des signes dermato. Et je vous mets ce petit mnémotechnique Sephora qui vous permet de vous rappeler de tous ces signes, de vous les remémorer.
1 splénomégalie, 2 érythème palmoplantaire de Janeway. Ça, c'est tombable, les amis. J'ai vu un dossier dans la banque du CIDES avec des photos d'érythème palmoplantaire de Janeway. Sachez l'évoquer devant des petites lésions papuleuses, papulomaculeuses pour être précis, rouge rosé au niveau de la paume des mains et des pieds. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Un purpura pétéchial, vasculaire, un hypocratisme digital. Attention, l'hypocratisme digital, on l'a dans plein de pathologies. Hein. On l'a dans la cirrhose, on l'a devant toute hypoxie chronique, mais également dans l'endocardite infectieuse. Des hémorragies sous-inguéales, sous-conjonctivales. On va reparler de la notion d'anévrisme mycotique qui peuvent se rompre. Haut Hustler nodosité, faux panari d'Hustler. Alors ça aussi, c'est des images qui sont tombables. C'est des petites nodules rouges violacés extrêmement douloureux. Retenez ça, les amis, ça fait mal. Hein. Le faux panari d'Hustler, c'est extrêmement douloureux au niveau de la pulpe des doigts. Les taches de Roth au fond d'œil. Les anévrismes mycotiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les anévrismes mycotiques? D'abord, on se met à l'aise. Cela n'a rien à voir avec la mycose. C'est le truc tout bête, mais il faut l'entendre. Anévrisme mycotique, rien à voir avec la mycose. Vous me l'enlevez de votre tête. Mycotique, ça veut simplement dire que c'est la paroi des vaisseaux, notamment des artères, des petits capillaires qui vont perdre en élasticité, qui vont perdre également en densité, qui vont se mettre à se dilater, à s'abîmer et qui vont, après avoir créé des anévrismes, se rompre et donc créer des saignements. Et ça, c'est directement un phénomène à la fois immunologique et inflammatoire lié à l'endocardite infectieuse. Donc je redis, paroi qui se fragilise, qui s'épaissit d'abord, puis se rompt, saignement. Ça, c'est vraiment la base de la physiopathe. Et enfin, arthralgie, lombalgie, myalgie, arthrite, j'ai mal partout. Alors là, les amis, on rentre dans le chaud du chaud. Vous connaissiez les critères de Duke? Bah oui, vous les connaissez par cœur, j'en suis sûr. Vous aimez même vous les répéter, je le sais bien. Eh bien, ils sont modifiés. Nouveaux critères de Duke modifiés 2015. Vous ne devez plus connaître les précédents, c'est ceux-là qui vaillent. Très important. On garde toujours le même principe de critères majeurs et de critères mineurs. Toujours le même rationnel de dire que, ça je vous demande de le marquer, qu'on a un diagnostic de certitude d'endocardite si on a 2 critères majeurs ou 1 critère majeur et 3 critères mineurs ou 5 critères mineurs. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le contenu des critères. Regardons ensemble les 2 critères majeurs. Vous retrouvez finalement vos habitudes. On a 2 grands mondes dans l'endocardite. Les critères bactériologiques, on a retrouvé la bactérie, on a retrouvé le germe lui-même, et puis les critères d'imagerie. Regardons les critères bactériologiques. On souffle un coup, pas de changement pour vous depuis les dernières recommandations. 2 hémocultures positives si on a un germe typique. Je vous demande de connaître cette liste qui est à mon avis tombable pour les streptocoques oraux, viridans. Pour le streptocoque bovis, un strepto-D, vous le savez, du porte d'entrée plutôt digestive, typiquement sur cancer du côlon tombé à l'ECN en 2010. Staphylocoque doré, notre grand ami, ayez un œil sur le staphylocoque doré, je pense que c'est le plus tombable. Entérocoque, un énorme classique aussi, et le groupe ASEC. Dans les autres cas, on a un germe qui est finalement non typique d'endocardite, et bien là on veut un peu plus de preuves pour avoir un critère majeur. Et là, il ne faut pas que 2 hémocultures positives, mais bien au moins 3 hémocultures positives ou persistantes à plus de 12 heures d'intervalle si le germe n'est pas typique. Enfin, retenez cette particularité qui existait déjà pour Coxiella burnetii. Une hémoculture à Coxiella burnetii suffit à avoir un critère majeur de Duke. Majeur. Pourquoi? Parce que c'est très dur à faire pousser. Si vous arrivez à faire pousser Coxiella burnetii sur une hémoc, c'est qu'il y en a énormément dans le sang. Ça confirme le diagnostic. Enfin, retenez par cœur qu'à la sérologie, un titre d'anticorps anti-IgG antiphase 1 avec une titration supérieure à 1 sur 800 permet aussi d'avoir un critère majeur de Duke. C'est très méchant de vous faire tomber ce seuil de titration supérieur à 1 sur 800, mais j'y crois à fond qu'on vous demande ça en QCM. Ils vont être vicieux, les amis, je vous préviens, ils vont être vicieux. Passons maintenant aux critères d'imagerie. Plus dur, les échographies cardiaques, mais vous en aurez le jour J, les amis. Un certain nombre de PUPH de cardiologie le revendiquent. Vous aurez des coupes d'échographie analysées, probablement
assez simple, assez caricatural, mais faut-il encore en avoir vu quelques-unes dans sa vie, ce qui n'est pas le cas de tous les externes. Donc là, je voudrais d'abord vous montrer des images de végétation. Regardez, ces deux espèces de petites masses un peu isodenses qui viennent se reposer ici sur la valve mitrale. Et puis, en dessous, on a une fuite paraprothétique pathologique parce que c'est difficile pour vous de le savoir, mais c'était une prothèse mitrale. Et là, on a une fuite. Vous voyez, c'est ce G couleur. Vous savez que le G couleur, Doppler couleur, permet de mettre en évidence des vitesses. Et là, vous voyez qu'on a un flux, une fuite qui est para ou périprothétique. Les deux peuvent se dire, c'est-à-dire latéralisée et pas du tout centrale. Toute fuite paraprothétique est toujours pathologique. Marquez-le, marquez-le. Toute fuite périprothétique ou paraprothétique, c'est la même chose, sera toujours pathologique. Ça signifie que quoi? Que l'endocardite a fait une lésion entre l'endocarde et la prothèse elle-même. Ultra important. Alors on passe maintenant aux critères mineurs de Duke. La fièvre supérieure à 38, ça n'a pas changé. Cardiopathie prédisposante ou toxicomanie IV, encore la même, toujours. Les phénomènes vasculaires, quelques petites précisions que je vous propose en rouge. 1. Attention, toute embolie artérielle détectée à l'imagerie vaut un point mineur de Duke. Et ça, c'est un grand classique. C'est pour ça qu'il faut faire le bilan d'extension avec un scanner thoraco-abdominopelvien, voire on va revoir les indications du scanner cérébral, quand est-ce qu'on le fait précisément. Et si on a un signe d'embolie artérielle, un signe d'ischémie au niveau de la rate, au niveau des reins, au niveau du cerveau, ça compte comme un critère mineur de Duke. Je pense qu'il faut le connaître absolument. D'où ce nouvel algorithme diagnostique. D'accord ? Jusque-là, les recos n'existent que en anglais. J'aimerais que vous le sachiez. Et donc, on a fait un vrai travail pour vous, pour qu'il y ait une traduction et que ce soit accessible pour vous le plus tôt possible. À ma connaissance, vous n'avez ces recommandations en français sur aucun autre support destiné aux étudiants dans la préparation à l'ECNI. On voulait vraiment être les plus actifs pour vous à Confraphaël. Regardez ce que ça nous donne donc, avec cette idée que je vous laisserai regarder plus en détail à la maison, parce que c'est vraiment ça résume ce que je viens de vous raconter. Mais au centre, regardez que à gauche, quand on a une valve native, les examens à réaliser, c'est donc 1 répété, échographie et hémoculture, 2 une imagerie avec scan-tap plus ou moins cérébral pour recherche d'embolie, et bien sûr le scanner cardiaque. Scanner cardiaque systématique. Retenez qu'il y a 4 grandes lésions neurologiques sortables à l'ECNI pour vous sur une endocardite. Premier type de lésion, c'est ce que vous avez à la gauche de votre écran, des lésions ischémiques. Nous sommes ici sur une IRM cérébrale en séquence de diffusion. Et donc, vous le savez, dès qu'on a un hypersignal en diffusion, c'est plutôt un signe d'ischémie. Et là, vous voyez 2 spots apparaître au niveau de l'hémisphère gauche du patient, 2 petits spots ischémiques. Ça, les amis, lésion ischémique, c'est un critère mineur de Duke, super important. On passe maintenant à droite. À droite, vous avez donc un exemple de lésion hémorragique. Nous sommes sur une IRM cérébrale en séquence T2 étoile et apparaît en T2 étoile tout saignement sous la forme d'un hyposignal. Ça apparaît noir. Et donc, vous voyez les différentes flèches qui vous montrent ces petites zones noirâtres correspondant à des saignements pouvant être liés à des ruptures d'anévrisme mycotique. Ça aussi, c'est un critère mineur de Duke, les amis. Conduite à tenir thérapeutique sur un AVC hémorragique sur endocardite infectieuse confirmée chez un patient anticoagulé pour FA ou prothèse. Là, je vous le fais dans tous les sens, mais c'est des questions tombables. Donc, imaginez, j'ai mon patient, il a une FA ou une prothèse mécanique et il est anticoagulé. Survient un AVC hémorragique. Et donc là, on est gêné. J'ai envie d'arrêter l'anticoagulation parce qu'il saigne dans la tête, AVC hémorragique. Et en même temps, il a une prothèse mécanique éventuelle ou une FA. Et si j'arrête mon anticoagulation, il risque d'emboliser dans la tête. Qu'est-ce que je fais? Alors vous me répondrez, réponse de senior? Non, pas du tout. Les choses sont précises. Eh bien, c'est l'arrêt de l'anticoagulant. À partir du moment où j'ai un AVC hémorragique, à partir du moment où le saignement est intracrânien, même sur prothèse mécanique, c'est arrêt de l'anticoagulant, voire même discuter d'antagoniser avec A ou AOD. Ce message, il est capital.